Les amis, c'est un fait. Les journalistes, les médias et plein de chaînes YouTube, dont la nôtre, nous nous frottons les mains. La deuxième ère de Donald Trump est arrivée. Alors pas d'inquiétude, l'ennui, c'est terminé. Avec Trump à la Maison Blanche, c'est le spectacle assuré. Les controverses et les drames vont redevenir un événement quotidien. Surtout que cette fois-ci, le nouveau président arrive encore plus déterminé que jamais, avec des idées plus claires et des alliés encore plus solides, aussi solides que celui que tu vois à l'écran. Elon Musk. Cette fois-ci, tout indique que la plus grande fortune mondiale jouera un rôle clé dans cette nouvelle administration. Alors, il a beau avoir piqué la vedette à Donald Trump le jour de son investiture avec son salut un peu tendancieux, il n'en reste pas moins vrai que son rôle va se concentrer sur un domaine très particulier, la tronçonneuse. Les républicains ont promis de faire passer une immense réduction d'impôts le plus rapidement possible, histoire d'éviter que l'économie US ne ralentisse. Et attention, parce que cette fois-ci, il faut agir très vite. La réforme fiscale de 2017, signée par Trump, expire à la fin de 2025. S'il ne la prolonge pas, les impôts augmenteront, ce qui risquerait de frapper lourdement l'économie, et ça, juste avant les élections de mi-mandat, les midterms en 2026. Ce scénario pourrait donner un avantage considérable aux démocrates, surtout si l'on considère que la majorité des sièges du Sénat en jeu en 2026 sont actuellement aux mains des républicains. Une victoire des démocrates serait donc particulièrement douloureuse pour l'administration Trump. Évidemment, un tel retournement mettrait fin au mandat d'un président qui passerait ses 2 dernières années à la Maison Blanche avec les mains quasiment liées. Alors je sais ce que tu en penses, c'est complètement fou qu'on parle déjà de cette possibilité alors que Trump commence tout juste son mandat. Mais crois-moi, la politique US c'est une montagne russe. Soit t'avances, soit tu te fais écraser. En fait, ce que je te décris, c'est un scénario qui s'est déjà produit. Lors de son premier mandat, la réforme fiscale de Donald Trump n'a été adoptée qu'à la fin de l'année 2017, ce qui a fait perdre une année entière aux républicains. Résultat, les démocrates ont récupéré la majorité à la Chambre et Nancy Pelosi est devenue speaker. Mais cette fois-ci, pas question de refaire la même erreur. Les républicains veulent des victoires marquantes dès la fin de la première année. On peut donc s'attendre à ce qu'ils se bougent et accélèrent la cadence. En d'autres termes, ils vont probablement renouveler la réforme fiscale de 2017 avant son expiration, voire aller encore plus loin, réduire un peu plus l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Tenir la promesse de Trump de ne pas imposer leurs propres électeurs, ou du moins pas complètement. Et peut-être, pourquoi pas, limiter encore davantage l'impôt sur les plus-values. Tout ça, si on se fie aux promesses faites par le président et au fait que, lors de son premier mandat, la réforme fiscale a été la mesure la plus efficace pour booster l'économie. Et devine quoi, tout ça, ça crée des attentes énormes. L'idée c'est que les États-Unis ne vont pas seulement se contenter de redevenir grands, ils vont atteindre des sommets jamais vus auparavant. C'est cet avenir incroyable dont parlent les partisans du Make America Great Again. Mais il y a un problème, ou plutôt il y en a deux. D'un côté, le déficit budgétaire fédéral est totalement hors de contrôle. On parle d'un déficit public de 6,4%, et ça alors que l'économie et les revenus de l'État sont en pleine croissance. Mais si les revenus augmentent, le problème vient du fait que les dépenses publiques ne sont pas en reste. Beaucoup d'initiatives de politiques industrielles et d'infrastructures ont été adoptées ces dernières années, et elles sont pas franchement bon marché. Et évidemment, il y a aussi la génération des baby boomers qui commencent à partir à la retraite. Résultat, un déficit budgétaire de 1800 milliards de dollars. Rien que ça. Autrement dit, le trou budgétaire du gouvernement US à lui seul serait l'une des 15 plus grandes économies du monde. C'est le véritable gouffre béant dans les finances du gouvernement US. Un trou qui a poussé la dette publique à dépasser les 36 000 milliards de dollars. Et maintenant, Trump promet aussi de baisser les impôts. Évidemment, la question c'est comment tu fais sans que tout parte en vrille et que la dette explose en 1000 morceaux. Mais attends, il y a encore un autre problème. Celui d'avant, c'est le premier. Le deuxième, c'est que cette énorme injection d'argent public contribue à la croissance économique. En clair, si tu imposes une austérité juste pour le principe, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, tu risques de ralentir la croissance. Et ça, clairement, les républicains ne le souhaitent pas. Du coup, la question est simple. Comment tu fais pour rassembler les morceaux? Contrôler le déficit, baisser les impôts tout en maintenant la croissance économique? Ok, peut-être que certains d'entre vous pensent à la solution miracle que Trump évoque souvent, les tarifs douaniers. Mais malheureusement, ça ne suffirait pas. Les États-Unis importent environ 4 000 milliards de dollars de biens et de services par an. Même si Trump appliquait un tarif général de 10%, ça ne représenterait que 400 milliards de dollars de revenus, comparé au déficit de 1800 milliards de dollars
avant même la baisse des impôts. Et encore, ça suppose que ces tarifs s'appliquent aussi aux services importés, ce qui n'arrivera pas, et qu'ils ne réduisent pas les importations ou d'autres sources de revenus comme l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Donc non, ça ne suffira pas. Et pour compliquer les choses, il faut aussi tenir compte des plans coûteux que Trump pourrait lancer, comme les déportations massives d'immigrants illégaux. Et c'est là que la tronçonneuse entre en jeu. Soyons clairs, le succès de Trump lors de ce second mandat va dépendre en grande partie de sa capacité à tenir sa promesse de réduire les impôts et les régulations, sans envoyer le déficit dans la stratosphère. Et justement, c'est précisément la mission d'une nouvelle agence. Pas encore officielle, elle a pourtant déjà un nom très tape à l'œil, le département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE. Une référence directe à un mime très apprécié des internautes. Cette initiative sera dirigée par deux milliardaires, Elon Musk et l'ex-candidat à la présidence Vivek Ramaswamy. Trump en personne a qualifié cette mission du projet Manhattan de notre époque. Leur objectif, théoriquement, réduire drastiquement les dépenses fédérales, le nombre de fonctionnaires et les régulations gouvernementales. Je dis bien théoriquement parce qu'on verra ce que ça donne. Rappelons que Trump adore dépenser. Pendant son premier mandat, il a alourdi la dette publique de 8 000 milliards de dollars. Oui, l'équivalent de 40% de toute la dette accumulée par tous les présidents précédents réunis et en seulement 4 ans. Et c'est pas tout, hein. En plus de ça, le défi actuel est colossal. Pour te donner une idée, rien que pour empêcher que la dette croisse encore plus vite que l'économie sur le long terme, le gouvernement devrait réduire ses dépenses de 800 milliards de dollars par an, soit 12% de toutes les dépenses publiques actuelles. Et ça, je précise, ce serait juste pour stabiliser la dette publique. Parce que si tu veux équilibrer le budget, il faudrait faire des coupes budgétaires encore plus importantes. Dans ce cas-là, on parle de 1500 milliards de dollars par an. En d'autres termes, plus de 20% de toutes les dépenses publiques devraient être supprimées. Et ça en supposant que ces coupes n'affectent pas la collecte des revenus et qu'aucune nouvelle réduction d'impôts n'est appliquée. Sinon, l'effort à fournir serait encore plus important. Autrement dit, les finances publiques américaines sont tellement hors de contrôle qu'équilibrer le budget nécessiterait un ajustement presque aussi drastique que celui proposé par Milei en Argentine. C'est pas une blague. Je suis extrêmement préoccupé par la santé fiscale de notre nation et la dette fédérale croissante. Ajouter à cette dette est irresponsable. On ne peut pas continuer à dire oui à chaque nouveau programme et proposition de dépenses sans en subir les conséquences. Rand Paul, sénateur du Kentucky. Et il semble évident que les choses n'ont pas été bien gérées. Tu veux un exemple ? Regarde le cas de la NASA. Pendant des années, cette agence a développé des fusées pour les envoyer dans l'espace, ce qui l'a amené à accumuler des infrastructures dans tout le pays. On parle de plus de 5000 bâtiments, dont 38 centres de tests de moteurs. Mais aujourd'hui, la NASA ne fabrique plus de fusées. Elle fait appel à des entreprises comme SpaceX. Résultat, beaucoup de ces infrastructures sont désormais inutilisées ou obsolètes. Pourtant, elles restent ouvertes et les contribuables continuent de payer des millions en salaire et en maintenance. Pourquoi ? Parce que aucun membre du Congrès ne veut assumer le coût politique de licencier des travailleurs dans sa circonscription. Alors, il préfère éviter à tout prix ce problème, même si cela signifie maintenir des installations qui ne servent pratiquement à rien. Il est politiquement impossible pour un chef d'agence d'envisager la fermeture d'une grande installation. Ça ne peut tout simplement pas se faire, parce que le Congrès ne le permettrait pas. Mike Griffin, directeur de la NASA entre 2005 et 2009. Et tout cela sans même mentionner les subventions et contrats que la NASA a accordés ces dernières années pour soutenir la justice environnementale, la diversité et les pratiques inclusives. Peu importe si tu es pour ou contre, ces subventions, elles, n'ont rien à voir avec l'exploration spatiale. Et ça continue. Ce sont des cascades d'argent public qui affectent presque toutes les agences et départements fédéraux. C'est pas quelque chose d'unique aux États-Unis par contre. Dans pratiquement tous les pays, on observe un phénomène très similaire. Aujourd'hui, Elon Musk a annoncé que l'objectif du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, est de réduire les dépenses de 2000 milliards de dollars. Regardons ça ensemble. Il n'est pas précisé s'il s'agit d'une réduction annuelle ou sur 10 ans, comme c'est souvent mesuré aux États-Unis. Si c'est sur 10 ans, ça représenterait une goutte d'eau. Si c'est annuel, c'est probablement irréaliste. À ce stade, on touche au problème fondamental des finances publiques. La majorité des dépenses publiques ne sont pas discrétionnaires. Autrement dit, elles ne sont pas déterminées par le budget annuel, mais fixées par différentes lois. Il s'agit principalement des dépenses sociales, prévues par la législation, que le gouvernement ne peut pas modifier lorsqu'il prépare le budget. C'est ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. Regarde ceci.
Le gouvernement fédéral des États-Unis a dépensé 6 750 milliards de dollars durant l'exercice 2024. 10% ont servi à payer les intérêts de la dette. Environ 25% ont été consacrés à Medicaid et à d'autres programmes sociaux pour les personnes à faible revenu. Tout ça, comme je te l'ai déjà dit, est fixé par la loi. La marge de manœuvre est donc très limitée. En fait, même Trump a déclaré qu'il ne toucherait ni à Medicare ni à la sécurité sociale. Ça correspond d'ailleurs au point 14 des 20 promesses de son plan Make America Great Again qu'il a présenté par écrit pendant la campagne. Protéger la sécurité sociale et Medicare sans aucune coupe ni modification de l'âge de retraite. Point 14 du plan d'action présenté lors de la convention républicaine. Au final, tout ça nous ramène aux dépenses discrétionnaires, celles qui sont négociées chaque année avec le budget, qui s'élève à 1700 milliards de dollars. Ce montant, il est déjà inférieur aux 2000 milliards de coupes annoncées par Musk et également inférieur au déficit fiscal actuel du gouvernement qui dépasse les 1800 milliards de dollars. Mais c'est pas tout. Presque la moitié de ces dépenses discrétionnaires concernent le budget militaire. Et Trump, il ne semble pas enclin à réduire ce budget, bien au contraire. Ainsi, il reste un peu plus de 900 milliards de dollars sur lesquels le gouvernement pourrait envisager des coupes. Et bien sûr, peu importe à quel point l'ajustement serait sévère, ça resterait totalement insuffisant. Même en coupant dans ce montant, il serait impossible d'empêcher la dette publique de continuer à croître. Trump pourrait-il envisager de réduire certaines aides sociales obligatoires pour les plus démunis? Peut-être, mais il y a un problème. Aux États-Unis, une loi de 1974 oblige le gouvernement à dépenser les fonds approuvés par le Congrès. Et comme je te l'ai déjà dit, les dépenses obligatoires sont déjà fixées par la loi. Il n'y a pas de cycle de négociation tous les ans. Pour les modifier, Trump devrait convaincre le Congrès de changer la législation. Et devine quoi? Personne n'a envie de s'aventurer dans cette galère. Pas même Trump. Entre autres parce qu'aux États-Unis, 73 millions de personnes, et donc autant d'électeurs, reçoivent des prestations de retraite d'invalidité ou d'aide sociale. 68 millions de personnes bénéficient de Medicare et 72 millions de Medicaid. Soyons honnêtes, plus de 80% des dépenses fédérales concernent les intérêts de la dette, les dépenses militaires et les prestations sociales. Donc soit on coupe dans les aides sociales, soit on perd notre temps. Et en plus, ces dépenses sociales deviennent de plus en plus lourdes. Regarde ce graphique. Souviens-toi que le déficit était de 6,4% l'année dernière, alors fais le calcul. Bien sûr, beaucoup de dépenses inutiles peuvent être supprimées, et certaines, elles devraient l'être. Ça réduirait le cholestérol budgétaire, et c'est toujours une bonne chose. Le problème, c'est que ça ne changerait pas grand-chose à la situation globale. En parallèle, Elon Musk et Vivek Ramaswamy s'attaquent aussi aux fonctionnaires. En d'autres termes, ils veulent réduire les effectifs de la fonction publique. Mais là encore, même s'ils parviennent à réaliser des économies substantielles, au final, ça ne représentera que des miettes. Et il faut surtout se rappeler qu'il n'y a pas tant d'employés publics au sein du gouvernement fédéral. Si l'on exclut le service postal, qui est en grande partie autofinancé, et les militaires, on parle de 2 300 000 fonctionnaires fédéraux. Parmi eux, près d'un demi-million travaillent sur les questions relatives aux anciens combattants, les vétérans, un domaine que Trump ne souhaite pas réduire non plus. Donc, je le souligne, ce département de l'efficacité gouvernementale pourrait accomplir de nombreuses choses et s'il fait les choses correctement, il réussirait à économiser beaucoup d'argent pour les contribuables. Le problème, c'est qu'il aura énormément de mal à réduire l'énorme déficit budgétaire du gouvernement. Quant à savoir comment financer une éventuelle réduction d'impôts, c'est pas très clair. Peut-être que l'espoir réside surtout dans la deuxième mission de ce département, la réduction des normes. Je te parle des réglementations, cet autre cholestérol auquel les politiciens et les fonctionnaires sont totalement accros. Les amis, les réglementations ne cessent d'augmenter. C'est un schéma commun dans tous les pays et leur coût ne fait qu'augmenter. Même si la régulation est moins intense aux États-Unis que dans l'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas lourde et handicapante. Certaines estimations suggèrent que le coût pour les entreprises, juste pour comprendre, s'adapter et se conformer aux réglementations en constante évolution, dépasse 8% du PIB. Rien que pour respecter les réglementations adoptées ces 4 dernières années, le secteur privé aurait dû dépenser environ 1800 milliards de dollars, selon certaines analyses récentes. Et la vérité, il suffit de jeter un œil au Federal Code of Regulations, le bulletin officiel du gouvernement, qui compte de plus en plus de pages. Pour aggraver les choses, beaucoup de ces réglementations ne sont pas approuvées par le Congrès, mais mises en place par les plus de 400 agences qui composent le gouvernement US. En d'autres termes, ce sont les fonctionnaires qui les appliquent. Et c'est pas tout. En plus de générer un coût énorme pour l'économie productive, beaucoup de ces nouvelles réglementations, qui sont constamment publiées ou modifiées, ralentissent considérablement l'innovation. Au final, les délais d'approbation pour des projets comme des nouveaux médicaments, des projets énergétiques, des infrastructures, des usines ou même le développement d'équipements militaires ne cessent de s'allonger.
rallongée. Ça rend chaque projet désespérément lent et coûteux. Évidemment, l'impact économique est énorme. Et c'est précisément ici que ce département de l'efficacité gouvernementale pourrait jouer un rôle clé. Cela dit, ne pense pas que Trump se soit abstenu de faire passer des réglementations lors de son premier mandat. Les 2 premières années ont été assez calmes, mais ensuite il a commencé à publier des réglementations à toute vitesse. Espérons que cette fois-ci, ce sera différent. Mais naturellement, la présence d'Elon Musk et de Vivek Ramaswamy soulève aussi d'autres interrogations. Alors de quoi je parle? Regarde par exemple le discours d'adieu de Biden. I want to warn the country of some things that give me great concern. This is a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. Mais qu'est-ce que Joe Biden veut dire par là? En fait, il faut savoir que seul le Congrès peut créer de nouveaux départements au sein du gouvernement fédéral. Ça signifie que toute nomination officielle doit passer par un processus d'approbation et les responsables concernés doivent respecter les lois sur les conflits d'intérêts, la transparence et les limites concernant leurs relations commerciales avec le gouvernement ou des entités liées à celui-ci. Cependant, Trump a déjà confirmé que ce département de l'efficacité gouvernementale ne fera pas partie du gouvernement. Ce sera un organisme consultatif externe, ce qui signifie que ses dirigeants n'auront pas à passer par un processus d'approbation ni à se conformer aux limites fixées par la loi. Et cela, malgré le fait qu'ils seront censés superviser et donner des ordres aux fonctionnaires du gouvernement. Ça soulève un risque, l'apparition d'un conflit d'intérêts évident qui pourrait entraîner une oligarchie cherchant à obtenir des privilèges auprès du gouvernement. C'est un point qui inquiète de nombreux analystes et peut-être qu'ils ont pas tort. Prenons Elon Musk par exemple. Il est de loin l'un des entrepreneurs les plus dépendants de l'oncle Sam dans ses activités commerciales, à tel point que selon The Economist, il aurait bénéficié de contrats et d'avantages gouvernementaux d'une valeur d'environ 40 milliards de dollars. Par exemple, SpaceX a reçu près de 20 milliards de dollars en contrats publics et Tesla a gagné bien plus d'argent en vendant des crédits d'émission créés par des réglementations publiques qu'en vendant des voitures. Depuis 2015, on parle de plus de 10 milliards de dollars. Autrement dit, sans l'argent et les réglementations du gouvernement, il est probable que son empire n'existerait même pas. Et maintenant, Elon Musk va décider des réglementations d'une industrie dans laquelle il est lui-même impliqué. Et il faut comprendre que ce n'est pas seulement l'opinion de nombreux analystes et démocrates, mais aussi de nombreux investisseurs et républicains. En fait, ça explique pourquoi depuis la victoire de Trump, les actions de Tesla ont grimpé en flèche. On estime que la valeur totale des entreprises de Musk a augmenté de 50% ces derniers mois, précisément grâce à l'idée qu'il pourrait désormais bénéficier directement de ses liens avec le gouvernement. Et honnêtement, si tu y réfléchis bien, c'est un peu troublant. Et qu'en disent Musk et Ramaswamy? Ils affirment qu'ils ne feront pas vraiment partie de ce département. Ils expliquent qu'ils aident Trump à placer des personnes hautement qualifiées pour accomplir cette mission, des personnes en qui il peut avoir confiance, bien sûr. Donc officiellement, ils ne seraient que des conseillers de ce corps consultatif. En gros, des conseillers d'une équipe de conseil. Mais la vérité, c'est qu'avec leurs influences, leur ambition politique et le fait qu'ils nommeront eux-mêmes des personnes au poste clé, tout laisse à penser qu'ils seront en réalité ceux qui piloteront le département. Et je vais pas te mentir, ça nous inquiète un peu. On adore l'idée que ce corps ait vu le jour avec une volonté très claire, et on espère qu'il permettra à Trump de vraiment réduire les dépenses, les impôts et les réglementations. Mais on s'inquiète des conflits d'intérêts et du risque que les choses ne soient pas faites de manière totalement transparente. Et oui, il est probable que cela arrive. Quoi qu'il en soit, l'ère Trump recommence, et c'est l'une de ses grandes promesses. Dans cette vidéo, on a vu les aspects positifs, les aspects négatifs et les possibilités offertes par ce nouveau type d'organisme, qui a une mission très claire, couper dans le gras à la tronçonneuse. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Et à ton avis, comment cela va-t-il se passer? Parviendront-ils à effectuer un ajustement majeur dans les dépenses publiques et la réglementation? Dis-nous ce que t'en penses dans l'espace commentaire, on espère que cette vidéo t'a plu, compte sur nous pour te tenir informé et pour suivre l'actualité géopolitique avec notre team, abonne-toi, partage et like, parce que vous n'êtes que 20% à être abonnés. On est aussi joignable via Instagram et si tu veux nous filer un coup de main, il y a une cagnotte en ligne avec le lien dans la description. Allez, à très vite, à ciao, bonsoir.